Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts d'Alternatives économiques, une série consacrée aux journées de l'économie autrement qui ont eu lieu à Dijon les 28 et 29 novembre 2025. Les idées qui changent la vie, quelle boussole face aux tempêtes et crises, comment retrouver du commun. Les journées de l'économie autrement, c'est 2 jours de débat pour agir dans un monde bouleversé. Face à l'urgence climatique, aux inégalités sociales croissantes et aux tensions géopolitiques, de nouvelles formes de solidarité et d'action s'imposent à l'échelle territoriale. Mutualiser et coopérer, explorer des modèles territoriaux solidaires, une table ronde animée par Florian Laboulet, responsable des projets au labo de l'ESS. Alors merci déjà d'avoir choisi cette table ronde, incontestablement la meilleure de cette matinée, mais je pense que tout le monde dit ça. Alors moi je suis Florian Laboulet, je suis responsable des projets au labo de l'ESS, qui est un think tank dédié à l'économie sociale et solidaire. Donc c'est nous qui avons proposé cette table ronde. Je vais présenter les intervenantes et les intervenants à ma droite très vite. Peut-être simplement pour commencer, vous dire pourquoi cette table ronde, mutualiser et coopérer vers des modèles territoriaux solidaires. Le labo de l'ESS, en tant que think tank, travaille depuis longtemps sur les notions de coopération, à la fois la coopération en tant que forme d'organisation, notamment dans l'ESS, le mouvement coopératif. On en a des représentants, et notamment un éminent ici. Sur les coopérations territoriales aussi, puisque la coopération déborde la question uniquement de la coopération comme forme d'organisation. Mais coopération qu'on peut entendre comme œuvrer ensemble finalement, donc elle n'est pas propre à cette famille-là. Et donc on voit qu'il y a un travail assez pléthorique, on n'est pas du tout les seuls à travailler là-dessus. C'est une notion qui est assez fortement abordée, qui a reconnu un regain d'intérêt, on va pouvoir y revenir. Et à partir de ces travaux-là, on était souvent confronté à des acteurs qui, en coopérant, mutualisent. Et là, le constat qu'on a pu faire, c'est que, contrairement à la notion de coopération, la notion de mutualisation, elle fait peu l'objet de travaux. Alors même, on a aussi des représentants de la mutualité ou du mutualisme, du monde mutualiste, qu'elle est aussi une notion fondamentale dans l'ESS, et là aussi qui ne se limite pas à ce champ du monde mutualiste. Or, il n'y a pas beaucoup de travaux dessus, y compris dans l'ESS. Je vais y revenir, ça commence à changer et Thierry pourra nous en dire 2 mots. Donc, on s'est dit que là, il y avait quelque chose à creuser. D'autant plus que la notion, elle est couramment utilisée par les acteurs et que on pressent que, je l'ai dit, vous avez des publications, on a essayé de poser un peu les enjeux derrière la mutualisation. Derrière la mutualisation, il y a notamment un enjeu de sécurité face à des risques et dans la réponse à des besoins. Or aujourd'hui, face aux crises climatiques, face aux crises écologiques au pluriel, on va dire, face à la crise sociale, on a besoin de mutualiser, on a besoin de mettre en commun pour sécuriser la réponse à des besoins essentiels, fondamentaux de notre société. Et dans le même temps, c'est un peu nos premières intuitions. La mutualisation, elle est aussi un peu parfois dévoyée, c'est-à-dire qu'elle est réduite à une logique purement financière de rationalisation des coûts. Faut mutualiser pour être plus efficace, certes, pourquoi pas, c'est très bien. Mais quand ça vient notamment de l'extérieur, un peu comme une injonction à « il faut mutualiser », comme parfois on a aussi une injonction à « il faut coopérer », notamment depuis la puissance publique qui réduit ses financements, on sent que derrière, il y a un propos qui n'est pas totalement le nôtre, qui n'est pas totalement notre vision. Donc on s'est dit, il faut travailler sur ces questions-là pour se réapproprier ces notions à la fois de mutualisation et de coopération, les mettre en dialogue pour être bien dans une vision un peu offensive et respectueuse de la vision politique et des questions pratiques qui se posent pour les acteurs, notamment de l'économie sociale et solidaire, mais peut-être pas que. Là, on s'est lancé dans ces travaux-là et concomitamment était en train d'être finalisé un travail sur lequel Thierry notamment pourra revenir, mais aussi Claude. Je vais les présenter, rassurez-vous, qui était coordonné par la Fondation Jean Jaurès en partenariat avec la Massif sur justement les mutualisations, de nouvelles mutualisations dans ce qu'on appelle un cahier de tendance. Donc Thierry va le présenter. Et donc on s'est dit, là, il y a un peu une concordance des temps entre nous et le sujet commence à sortir. Donc on a, nous, lancé un travail de long cours qui a commencé en début d'année en partenariat avec AMA Group et l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, tous les deux présents en organisation et les plus que 2 personnes présents au JEA, donc vous les croiserez sûrement. Et vous en avez un représentant à travers la Massif ici.
qui du coup nous soutiennent pour mener un travail qui dure toute l'année, même un peu le début de l'année prochaine, qui donne lieu à plusieurs publications. Je l'ai dit, alors il n'y en a plus qu'une maintenant qui est dispo, j'en ai pas imprimé 150, que vous pouvez retrouver sur notre site internet en accès libre. Le but de ce débat-là, nous on est encore en travail, donc ce débat va nourrir ce travail-là, et c'était de mettre en dialogue ces deux notions, mutualisation et coopération, pas seulement théoriquement, rassurez-vous, mais vraiment à partir des pratiques et des enjeux de terrain ou plus généralement des organisations de l'économie sociale et solidaire. Et donc pour en parler, j'ai avec moi 4 excellentes intervenants. Enfin, vous en jugerez à la fin de la conférence, mais moi je sais déjà qu'ils sont excellents. Je vais prendre par ordre alphabétique. Donc Thierry Germain, que j'ai déjà plusieurs fois invoqué. Donc tu es consultant, tu es président d'Expérience 21, tu pourras nous dire un petit peu ce que c'est, mais surtout tu as été co-coordinateur du cahier de tendance pour de futures mutualisations que j'ai évoqué, Fondation Jean Jaurès Massif, avec notamment Timothée Duverger et Alban Gonor. Une contribution importante donc sur ce sujet qui est paru en 2025, vraiment au début de cette année, après un premier cahier. C'est intéressant en fait qu'on soit vraiment dans cet alignement qui s'appelait Vivre en coopération, qui était paru en 2023. Ensuite, à ta gauche et donc à la droite pour les gens dans la salle, Noémie Mouret, qui du coup est co-directrice de la coopérative idéale. Pareil, tu nous la présenteras, donc en Loire-Atlantique, qui est elle-même du coup la coopérative et toi avec elle porteuse d'un pôle territorial de coopération économique. Il faudra peut-être rappeler ce que c'est pour les non-initiés. Et tu es maintenant docteur en sciences de gestion et de management, puisque en parallèle d'être actrice, tu as fait une recherche qui porte sur ces questions de coopération et de mutualisation en prenant comme objet ce PTCE et cette coopérative. Donc c'est un rapport à la fois interne et d'une certaine façon externe à travers ton regard de chercheur. Donc ce sera intéressant de nous le partager. Ensuite, Bastien Sibyl à l'extrême gauche pour vous, je vais lui éviter un positionnement délicat, le secrétaire général de CoopFR. Donc là, il va nous parler de coopérative. CoopFR, c'est l'organe de représentation en France des coopératives, président de l'opération Milliard. Là, c'est un peu moins sur cette casquette que tu parleras, quoique, puisqu'il y a des enjeux de transition écologique juste dans et de financement dans notre sujet. Et accessoirement, mon vice-président au labo de l'ESS, pas si accessoirement, mais en tout cas pour cette table ronde, peut-être un peu plus. Et enfin, Claude Verne tout de suite à ma droite, donc vice-président de la Massif et administrateur d'AEMA Group, et du coup membre du comité de pilotage sur les mutualisations. Donc tu suis tout de suite nos travaux. Alors, un petit point simplement sur le déroulé avant qu'on commence, et on est dans les temps, donc voilà, on est très bien. On va avoir 2 petits tours de table assez rapides. J'ai donné une consigne stricte à mes intervenants d'à peu près 5 minutes par intervention, même plutôt pas à peu près, pour qu'on tienne les échanges. Un premier tour qui va permettre de voir pourquoi il faut réinvestir ces notions. Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu derrière le réinvestissement de ces notions? J'ai glissé quelques indices à ce moment-là, enfin déjà en introduction, mais ils vont pouvoir y revenir beaucoup plus en précision. Et ensuite, quels sont les enjeux, les perspectives, au-delà de se réapproprier les notions, qui sont en lien avec le fait de pratiquer la coopération et la mutualisation. Et ensuite, on a prévu un temps d'échange relativement long avec vous, la salle. Je le précise dès maintenant sur les règles pour éviter que, dès que je dis qu'on va passer au temps d'échange, il y a déjà des gens qui soient déjà avec leurs questions à la main. On sait que dans ce type d'assemblée, il faut parfois du temps pour réfléchir à sa question et on n'est pas tous égaux sur la capacité à dégainer la question dès la minute. On sait que c'est souvent généralement des messieurs qui le font en premier et donc je vais être très strict sur la règle. On va se donner au moins 30 secondes, si ce n'est 1 minute de réflexion après, parce qu'ils vont vous dire beaucoup de choses, donc il va falloir un peu compulser tout ça et ensuite prendre une question. Et ensuite, on va essayer collectivement, moi en premier, de s'appliquer une règle d'alternance de parité, c'est-à-dire que quand un homme ou une femme sera intervenu, je vais favoriser l'autre genre ensuite. Et si possible, après si personne se lève la main, mais en général c'est pas le cas, on verra. Donc voilà, vous serez pas surpris, je ne vais pas exactement prendre l'ordre des levées de main. Bon, maintenant les règles sont posées, je pense qu'on peut commencer. Et on va commencer du coup avec toi, Thierry, que du coup je ne vois pas parce que tu es loin, oui, désolé pour ceux entre les deux. Alors donc je l'ai présenté rapidement, tu as coordonné deux numéros du cahier de tendance qui sont directement sur nos sujets, donc récemment en plus un cahier de tendance sur la mutualisation. C'est intéressant parce que ça s'appelle cahier de tendance, donc est-ce que ça veut dire que tu considères que la mutualisation est tendance ? Vous m'entendez, non? Parce que les micros sont à 10 mètres de nous, donc ouais, apparemment ça fonctionne.
je vais casser un peu ta règle, Florian, d'entrée, comme ça, pour bien un peu de révolte. Je vais être un peu plus long sur la première intervention et plus court sur la seconde. C'est possible de panacher, hein, voilà, j'aurais tout dit en fait dès ma première prise de parole. Non, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un cahier de tendance, parce qu'effectivement c'est important de comprendre exactement de quoi on parle et quel est cet objet un petit peu bizarre. L'objet, il existe matériellement, il est là. Voilà, c'est toute une collection de la Fondation Jean Jaurès. Vous en avez des petits, des grands, vous en avez des territoriaux, vous en avez sur tout un tas de sujets, etc. Le dernier, parce que ce serait dommage, et Timothée m'en voudrait de ne pas faire un peu de publicité, est sorti à l'occasion du Forum mondial de l'ESS, nos alternatives, etc. Donc c'est un tour du monde en fait de l'économie sociale et solidaire qu'on a. Voilà. Alors les cahiers de tendance, c'est quoi? Le but du jeu, c'est, nous on est une fondation politique, c'est la Fondation Jean Jaurès, c'est un point important à rappeler tout de même. On a donc un regard particulier, très politique sur cette notion de mutualisation. Je redirai tout à l'heure pourquoi d'ailleurs la Fondation Jean Jaurès investit tant de champ de l'économie sociale et solidaire, ce qui n'est pas un point totalement neutre, c'est-à-dire que le premier think tank français, année après année, multiplie les travaux autour de cette notion d'économie sociale et solidaire, donc c'est évidemment, ça a du sens. Mais les cahiers de tendance, en fait, ça sert pour l'essentiel à repérer des choses qui soient à la fois signifiantes et opérantes. Voilà. Ce qu'on appelle des signaux faibles. Signifiantes, c'est-à-dire des choses qui disent beaucoup de nos sociétés telles qu'elles sont en train d'évoluer, et opérantes, c'est-à-dire des choses qui puissent susceptibles aussi de permettre d'agir sur ces sociétés en mutation. C'est pas des gadgets, c'est pas des choses qui sont juste pour se faire plaisir, repérer des objets un petit peu iconoclastes, etc. C'est vraiment des choses qui sont extrêmement utiles, qui ont beaucoup de signification et qui ont beaucoup de potentiel, surtout en termes d'action. Alors, je vous en donne un exemple extrêmement rapide. On a été parmi les premiers à travailler avec Gabriel Alpern sur la notion d'hybridation, qui depuis a fait Fleurès, un des premiers textes sortis sur la notion d'impact, etc. Et puis ça va jusqu'à des choses un peu plus originales. Un texte que j'ai beaucoup aimé sur la planification, le retour de la planification, Cindy Razmik-Kochian, Cédric Durand. C'était relativement bien avant que ne monte cette idée qu'il fallait effectivement réinvestir cette idée. Donc vous voyez, c'est des choses qui ont... Et en même temps, des fois, on lit la société en faisant des pas de côté. Je me souviens d'un article passionnant de Jérémy Pelletier sur la chaise pliante et la lecture de Covid à travers la chaise pliante, ou alors récemment dans un cahier sur l'argent, on a travaillé sur la notion de dog parent. Voilà. Comment de plus en plus de gens aujourd'hui considèrent leurs animaux domestiques et notamment leurs chiens comme des enfants. Et qu'est-ce que ça dit des métamorphoses de nos sociétés? Qu'est-ce que c'est dit aussi de comment la vie évolue, notamment dans les métropoles? Vous seriez surpris, notamment sur la façon dont on adapte aujourd'hui les logements par rapport à la présence de l'animal. Voilà, donc, vous voyez, on essaie de repérer ces choses-là. Mais pour l'essentiel, c'est vraiment quelque chose qui a un impact fort en termes de signification et d'action. Et on s'est dit que la mutualisation entrait parfaitement avec la Massif, entrait parfaitement dans ce champ. Donc, la mutualisation est une tendance parce qu'elle est dans un cahier de tendance, mais pour être sérieux, c'est aussi, et je vais rebondir par rapport à nos journées de l'économie autrement, quelle boussole face aux tempêtes. Parce que c'est vraiment là que ça devient, à mon avis, extrêmement signifiant par rapport à ce qu'on fait. On est parti vraiment comme pour les journées de l'économie autrement, de ce que Jean-Philippe Donneuton, dans le livre, appelle la polycrise, c'est-à-dire une crise qui part dans tous les sens. Voilà, qui est extrêmement multiple, comme un millefeuille en fait, autour de laquelle on a du mal à faire la part des choses. Donc effectivement, il y a une notion de mise en sécurité. Tu l'as évoqué, Florian, tout à l'heure. Mise en sécurité par rapport au risque, mais mise en sécurité aussi, comme Timothée le dit, Duverger le dit dans le texte, par rapport aux inconnus. Voilà, aussi pour essayer de se repérer par rapport à ce qu'on doit affronter, et pas simplement par rapport aux risques qui pèsent, mais aussi par rapport à une lecture qu'on peut faire de la société, de la façon dont on veut s'y engager, de qui on est, de comment on veut se positionner, etc. Donc voilà, donc on part de cette notion de crise, on le voit sur plein d'aspects dans l'ouvrage, qui est très très divers et très riche. Hein. Il y a des choses sur le climat, il y a des choses sur les inégalités, il y a des choses sur le risque assurantiel, etc. Mais moi, j'ai isolé trois exemples, en fait, trois notions qui ont été avancées par les auteurs. Une notion que j'ai trouvée passionnante, en fait, la mutualisation peut être un levier pour le passage à l'action. Voilà, c'est pas tout à fait neutre quand même. Notamment dans le champ, c'est une personne du CESE qui l'évoque par rapport à la notion d'éco-anxiété. La mutualisation comme étant une arme extrêmement efficace contre l'éco-anxiété et aidant au passage à l'action, dont on sait qu'il est fondamental aujourd'hui sur les questions d'écologie, notamment dans les classes populaires, pas seulement, hein, mais aussi dans les classes populaires. Donc il y a une deuxième notion qui est celle d'une articulation, de montée des coopérations nécessaires. On revient sur l'idée de coopération. Arnaud Schneidwas, le médiateur de l'assurance, en parle en ce qui concerne le risque assurantiel. On sait que c'est un enjeu aujourd'hui extrêmement fort. On sait on ne peut plus tout assurer par rapport à ce qui se passe, etc. Donc, il parle notamment de coopération publique-privée. Et puis, Lucie Schmitt parle aussi de mutualisation comme une façon de trouver ensemble un mode d'emploi collectif. Voilà, de revenir à la notion de projet. Donc, on voit bien comment il y a une logique de levier. Mais moi, je voulais faire deux focus qui sont peut-être plus importants. Le premier, c'est que quand on a travaillé cette notion de mutualisation, sachant qu'avec les Massifs, on poursuit le travail et qu'on va, dans les temps qui viennent, travailler sur la notion de démutualisation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin d'être davantage mutualisé, mais par rapport à qu'est-ce qui est en train de se démutualiser. Donc j'y reviens tout à l'heure, hein, on affronte des choses
On se contente pas de proposer, on affronte des choses. Donc, il y a cette notion d'individu qui est centrale. C'est-à-dire que la Fondation Jean Jaurès travaille énormément sur l'individu parce qu'on pense que c'est vraiment un impensé extrêmement important aujourd'hui des progressistes et de la gauche. On n'a pas saisi toutes les métamorphoses de l'individu. On travaille à réinventer des collectifs pour y insérer des individus qu'on connaît mal ou qu'on ne connaît pas suffisamment. On travaille par exemple, je le disais tout à l'heure, sur la notion de ressenti ou sur la notion de sensible. Donc voilà. Et quand on est véritablement dans cette articulation, dans cette réarticulation finalement des individus et des collectifs, la notion de mutualisation apparaît comme étant extrêmement importante. Dans le livre, Timothée toujours du Verger parle d'un équilibre des intérêts. Voilà, contre une société qui est plutôt dans une société de confrontation permanente des intérêts, dans une logique de compétition. Voilà, cette notion n'est pas inintéressante du tout. Dans le livre, on parle aussi d'une façon de maintenir la singularité. La mutualisation, c'est faire quelque chose tout en respectant ce qu'est chacun. Or, aujourd'hui, on a un individu qui a véritablement la volonté de s'affirmer davantage. Les gens, c'est les travaux de Nicolas Duvaux auxquels je vous invite à vous référer, dans le champ des solidarités ou du social, les gens, de plus en plus, mesurent les situations par rapport à d'où ils sont, d'où ils parlent, où ils sont, où ils vivent, par rapport à eux. L'épicentre, voilà, c'est bien davantage qu'auparavant, leur propre personne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc, on en arrive effectivement à cette façon d'articuler, de tenter d'articuler effectivement la singularité de chacun et des actions, des dispositifs et des modes d'agir collectifs, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment cet équilibre. Et puis, on essaie d'équilibrer, effectivement, Alban Gonor l'évoque dans le livre, les deux notions d'autonomie et de protection qui sont effectivement en train de monter. Donc, on réencastre les individus dans des collectifs. On réencastre les individus différents dans des collectifs qui, évidemment, ont de toute façon vocation à se transformer parce que l'entreprise ne peut plus être la même, les syndicats peuvent plus être les mêmes, les associations ne peuvent plus être les mêmes. Il y a des collectifs citoyens, il y a des façons d'être et d'agir totalement différentes aujourd'hui. On le voit bien sur les réseaux sociaux. Il y a des systèmes de communautés numériques qui se mettent en place, qui sont importantes. Donc, du coup, ce réencastrement des individus et des collectifs, c'est quelque chose qui est central dans cette notion de mutualisation. Je vais essayer d'aller plus vite sur la fin. On est dans une bataille culturelle. C'est aussi un autre aspect. Et ça, c'est extrêmement important. On est dans une vraie bataille culturelle, au sens gramscien du terme. C'est-à-dire qu'en fait, on doit opposer des concepts opératoires à d'autres concepts opératoires. Il y a des gens qui sont en train d'agir avec beaucoup d'efficacité en disant, voilà, finalement, la société, c'est une société de l'hypercompétition, où chacun doit l'emporter sur l'autre. On est dans une logique de fragmentation, les gens s'isolent, etc. Donc, on doit avoir quelque chose pour faire face à ça. Il est extrêmement important, nous, on est une fondation politique, il est extrêmement important de pouvoir bénéficier de concepts opératoires pour être engagé dans cette bataille. La mutualisation, comme la coopération, en est un. Ça, c'est tout à fait certain. Et j'en viens, je vais gratter un tout petit peu de choses que je voulais dire, mais ça prolonge effectivement le cahier de tendance vivre en coopération, que j'ai pas amené, assez bêtement d'ailleurs. On était parti un peu des mêmes préceptes qu'on a prolongé. Ce qui est intéressant, c'est que ce cahier de tendance vivre en coopération, on l'a prolongé par une démarche qui s'appelle l'atelier. L'atelier vivre en coopération, qu'on a organisé avec la CGScope et le Crédit Coopératif. Et là où je suis totalement dans ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'en fait, on s'est un petit peu... on avait déjà le projet de le faire, etc. Mais une phrase d'un conseiller, d'un stratège de Bernie Sanders, qui était venu intervenir à la Fondation, nous a beaucoup intéressés. Il nous a dit, même quand vous voulez promouvoir quelque chose de positif, désignez un coupable. Ne dites pas simplement ce que vous voulez faire, dites aussi contre quoi vous agissez, finalement. Et cet atelier Vivre en coopération, je vous invite à vous référer à ces travaux sur le site de la Fondation. On a travaillé contre le sport business, on a travaillé contre les crèches Afrique, on a travaillé contre les charognards du monde funéraire. On a encore hier sorti une note contre l'essoufflement démocratique, avec la notion effectivement de ville ou de démocratie coopérative. Donc on voit bien comment là, je vais te faire très court, mais comment on est véritablement dans une bataille qui est une bataille d'ordre quasi idéologique au sens le plus noble du terme, et c'est comme un point aussi qui a beaucoup, en tout cas, à nos sens, d'importance. Et ben, je vais en terminer pour pas être plus long. Alors, si peut-être un point, c'est que on retrouve un dernier, au-delà du fait qu'on est dans le quotidien des gens, mais ça je l'ai dit, on est dans ce que Jérémy Pelletier, dans une interpellation qui a été quelque peu repérée hier en ouverture des journées, disait il faut embarquer les gens. Il faut absolument embarquer les gens dans cette notion de mutualisation. Elle peut apparaître comme un peu théorique, un peu lointaine, un peu intellectuelle. On sait que c'est pas du tout le cas. Les cahiers de tendance de la Fondation sont extrêmement concrets. J'ai pas eu le temps, j'y reviendrai tout à l'heure avec un exemple très précis. On est sur le terrain, on est sur le local, etc. Mais c'est aussi, il y a une expression qui est très ancienne. Alors là, vous allez voir mon côté politicard, mais des années 70, on appelait ça le front de classe. C'est-à-dire comment on peut inventer des notions extrêmement opératoires, extrêmement concrètes, qui peuvent s'inscrire dans le quotidien,
mais qui rassemble aussi bien les classes populaires que les classes moyennes. Quel que soit l'endroit où l'on vit, quel que soit l'endroit, quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit la façon dont on pense, etc., c'est quelque chose qui est susceptible d'agréger. C'est donc quelque chose qui est susceptible de faire société. Et là, je vais terminer par une péroraison extrêmement poétique que vous me pardonnerez, mais puisqu'on est dans le cadre de ces journées de l'économie autrement, face aux tempêtes qu'elle boussole, on peut aller au bout du bout, voir dans la mutualisation, dans une lecture très poétique, à la fois une arme intéressante contre la polarisation des esprits, et une arme extrêmement intéressante contre une forme de trumpisation du monde. Donc on a incontestablement, c'est pas de la lecture qu'on a fait intégralement dans le cahier de tendance, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a énormément de choses sur le partage de la route, etc. Voilà. Mais si j'en donne une lecture poétique, puisque c'était un petit peu l'idée, eh ben, on peut aller jusque-là. Pardon d'avoir été trop long, c'est très court tout à l'heure. Merci beaucoup Thierry, puis on est ravis de converger sur ces questions avec vous, y compris au sein de l'atelier Vivre en coopération. Je me tourne du coup vers Claude. On l'a entendu là, le sujet mutualisation, certes il peut être technique, mais il est d'abord peut-être plus fondamentalement politique. Donc on l'a compris, la Massif et AEMA Group auquel elle appartient soutient des démarches de recherche là-dessus, réinvestit cette notion, alors même qu'on se dit, mouvement mutualiste, mutualisation, ça fait partie, c'est au cœur. Mais il y a quand même un besoin de réinvestir cette notion, donc peut-être pourquoi elle est non seulement au cœur de son histoire, mais surtout en fait fondamentalement cruciale pour son avenir. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, il faut absolument qu'on se réapproprie la mutualisation. Il faut revenir à l'essentiel de ce qui fait notre identité. Le mouvement mutualiste doit aujourd'hui se réapproprier cette notion parce qu'elle constitue son identité même. Les mutuelles, bon, je ne vais pas refaire l'historique des mutuelles, vous savez d'où ça vient, le fondement historique. C'est un pot commun qui assure une protection entre travailleurs face aux risques du 19e siècle. Aujourd'hui, ce modèle, vous le savez, repose sur une solidarité volontaire, la démocratie interne, la non-lucrativité et une vision faire ensemble ce qu'aucun ne peut faire seul. Cette mutualisation, quant à elle, dispose de peu de littérature scientifique, sauf ce que Thierry vient d'évoquer, les travaux menés en partie avec Massif, tu parlais Jean-Philippe de Newton, notre directeur général et directeur de l'engagement Alban Gonor, des travaux qui me passionnent et les travaux futurs sur la démutualisation, à mon avis, seront tout aussi passionnants, et les travaux du labo de l'ESS, soutenus par AEMA Group, qui ont permis de poser une définition de la mutualisation. La mutualisation désigne la mise en commun de ressources matérielles ou immatérielles entre des personnes ou des organisations afin d'organiser une coopération en coopération et solidairement la réponse à des besoins collectifs qui concernent l'accès à ces ressources ainsi que la prise en charge et la répartition des risques, qu'ils soient économiques, sociaux ou écologiques. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est dans le papier. Hein. J'ai simplement fait une référence effectivement aux écrits. Au fil du temps, le mot mutualisation a perdu son sens, voire a été confisqué par des acteurs qui, tout en mutualisant techniquement, ne relèvent pas du mutualisme. Alors, je fais référence bien évidemment à des acteurs autres que mutualistes, AXA par exemple, qui œuvrent très bien sur la mutualisation. Pour autant, ce ne sont pas des acteurs mutualistes. D'où l'importance aujourd'hui de reprendre cette maîtrise. C'est un véritable enjeu, une nécessité face à un contexte que vous connaissez et qui est économique et politique et de plus en plus contraint. Vous suivez les travaux sur le PLF, sur le LFSS. C'est assez dramatique ce qu'on vit en ce moment. Le budget de l'État 2026 consacré à l'ESS, et vous le savez bien, serait réduit de 11 millions, parce qu'il y a toujours un combat derrière, bien évidemment. Là où il a été fixé à 16,7 millions d'euros dans la version 1 du projet de loi de finances 2025, proposé par le gouvernement Barnier, qui était déjà en baisse par rapport à 2024, et le gouvernement ajouterait dans le PLF 2026 une baisse de budget sur le budget jeunesse et vie associative qui passerait de 848 millions à 626 millions, en baisse de 26%. Derrière, vous imaginez bien ce qui risque de se passer, c'est des milliers d'emplois menacés, la vie associative qui est totalement mise en péril, alors qu'elle représente, vous le savez tous, 3 points du PIB français. Le 11 octobre, d'ailleurs,
Vous le savez bien, des milliers d'associations ont manifesté contre la dégradation de leurs ressources et la disparition de leur activité. Ce sont à peu près 90 000 emplois associatifs qui seraient directement menacés. Je fais référence aussi dans mon propos aux travaux de la Cour des comptes, qui est très clair. Les travaux consistaient à, effectivement, ils étaient sur le financement de l'ESS. Actuellement, ce qui est indiqué dans le rapport de la Cour des comptes, je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a dedans, mais les actions publiques ou parapubliques de l'ESS, c'est près de 80% des subventions sont des dépenses pour garantir les droits ou assurer des services dans le prolongement de l'action de l'État. Donc en lien direct avec les collectivités territoriales, l'hébergement d'urgence, le soutien à l'enseignement privé, à l'éducation, l'accompagnement social, l'aide alimentaire, l'accueil, les orientations des réfugiés et les demandeurs d'asile et plein d'autres choses. On est dans le premier kilomètre autour des collectivités territoriales qui est un enjeu majeur et qu'on devrait effectivement retrouver, j'espère, et regardez bien les projets politiques que vous allez découvrir et fleurir déjà maintenant, mais en tout cas pour les municipales de mars. Si on ne parle pas de ces sujets-là, c'est que les listes sont totalement à côté de la plaque. Autrement dit, la mutualisation n'est plus un concept, c'est une nécessité opérationnelle. La mutualisation, elle doit dépasser les seules structures mutualistes. Et Thierry, tu l'as évoqué, il y a une logique à élargir la mutualisation. Elle ne signifie pas être mutualiste, ni fusionner. Cela signifie coopérer, créer des synergies, articuler des compétences, construire des écosystèmes autour de valeurs communes au niveau local. Les acteurs de l'ESS sont appelés à travailler avec les collectivités territoriales, en particulier les EPCI, mais pas que, la région et l'acteur économique, enfin, chef de file au niveau économique, les associations, bien évidemment, et plus largement toutes les structures qui portent les mêmes valeurs et œuvrent pour les mêmes causes. Là, je fais référence au discours de Jean-Philippe de Nioton. On peut s'associer, on peut coopérer avec des acteurs, quels qu'ils soient, y compris autres que l'économie sociale et solidaire. Pour autant, ils doivent avoir les mêmes valeurs que nous. C'est essentiel. C'est une question de survie dans certains secteurs, parce que la mutualisation, c'est aussi une réponse aux transitions à venir. Dans le secteur de l'assurance, tu l'as évoqué aussi un petit peu, nous voyons déjà assurer de manière classique certains risques, comme l'automobile, devient économiquement intenable. Il faut intégrer des partenaires opérationnels comme les réseaux de réparation et penser aux écosystèmes complets. C'est pour ça que, si je prends l'exemple de Massif, on a racheté Mondial Pare-Brise dans une dimension prospective qui mutualise son expertise avec celle d'autres acteurs au service de la prévention. On vient d'engager un partenariat aussi opérationnel avec Cosmobilis pour l'achat de véhicules. Et puis, on a créé aussi un véhicule interne de réassurance. Dans la culture, dans le sport, les coupes budgétaires fragilisent les structures, notamment associatives. Les collectivités doivent rencontrer... Je suis trop long. doivent rencontrer les présidents d'associations, organiser la mise en commun, créer des coopérations. Et j'ai été président de communauté de communes pendant très très longtemps, et pour avoir rencontré les associations et les faire travailler ensemble, c'est pas si facile que ça. Et on en revient à l'individu, ce que tu évoquais, Thierry. Car sans mutualisation, beaucoup de structures disparaîtront. J'arrive à la conclusion. Le mouvement mutualiste doit se réapproprier la mutualisation parce que c'est son identité, parce que le contexte économique et réglementaire l'exige, parce que les acteurs de l'ESS ne pourront relever les défis à venir qu'en mutualisant et coopérant, et parce que la mutualisation est la condition d'un modèle qui n'est pas capitalistique, mais territorial, social et profondément moderne. La mutualisation n'est pas une tendance, c'est la clé de notre avenir. Excuse-moi pour la longueur. Pas de problème, pas de problème. Merci beaucoup, Claude. Donc, on voit qu'il y a un enjeu à réinvestir cette notion. On voit aussi que la mutualisation pose des enjeux de coopération. Et justement, il me voit venir Bastien Sibyl, qui représente du coup, entre autres casquettes, le COPEFER, donc l'organisme représentatif de la coopération
en France, dans toute sa diversité. Je le disais en introduction, ce réinvestissement de la notion de mutualisation, en fait, il a été précédé depuis pas mal de temps par un réinvestissement de la notion de coopération, quand même, qui est très présent dans l'ESS, mais pas que dans l'ESS. Comment, toi, est-ce que tu analyses ce regain d'intérêt pour la notion de coopération, y compris en débordant le cadre de ta famille spécifique ? Et est-ce que ce réinvestissement, il est signal aussi d'un changement de sens ? Est-ce qu'on en a la même compréhension et les mêmes attentes aujourd'hui qu'au moment où s'est constituée cette notion ? Alors, je fais partir mon chronomètre pour essayer d'être dans le cadre. Merci Florian pour la question, merci pour l'invitation et merci à toutes et à tous d'être là ce matin pour qu'on puisse se parler de ce beau sujet. Écoutez, effectivement, il y a un réinvestissement de l'idée de coopération, bien sûr parce que c'est une belle idée, j'y reviendrai, mais aussi, je crois, pour le dire de façon un peu pratico-pratique, parce qu'elle marche. Les entreprises coopératives que nous représentons à CoopFR sont aujourd'hui globalement dans un bon état de santé économique. Donc nos entreprises sont fonctionnelles, elles montrent leur résilience, elles montrent leur capacité à adresser leur marché d'une façon qui leur est spécifique, mais qui est efficiente et qui est concurrentielle. Donc pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la coopération en France, c'est 381 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui se répartissent sur un ensemble de secteurs. Et je me permets d'y insister un petit peu parce que souvent, c'est une réalité qui est mal connue, mais la coopération est très présente, bien sûr dans le secteur agricole, bien sûr dans le secteur bancaire, bien sûr dans le secteur du commerce, mais aussi dans un ensemble de secteurs. Le BTP, je vois Fatima Bellaretch qui est en face de moi, qui est secrétaire générale de la CGSCOP. Et donc, la CGSCOP a beaucoup d'entreprises dans ce secteur-là. Mais il y a aussi des coopératives maritimes, il y a des coopératives d'artisans, il y a des coopératives à l'école. Bref, c'est un monde et qui fonctionne. Alors, peut-être la réponse peut paraître un peu simple, mais c'est vrai que ce qui fonctionne a tendance à attirer, c'est une bonne chose. Et c'est mal connu parce que la réalité coopérative, c'est assez étonnant en fait. Les Français connaissent toutes et tous des marques coopératives et savent pas que derrière c'est des coopératives. J'en cite juste 3. Eh ben, je vais citer Candia, puisque je vois que Dominique Chargé, le président de la coopération agricole, est avec nous ce matin. Voilà, Candia, c'est une marque qui est tout à fait connue. Et pourtant, est-ce que les Français savent que derrière, c'est une coopérative qui est à la manœuvre ? Je vais citer Chèque Déj. Vous savez, les chèques déjeuner. Bon, c'est Upcoop qui est derrière cette marque. Voilà. Et puis peut-être le crédit coopératif. Donc voilà, ces marques-là sont connues, mais pour autant, les réalités coopératives qui sont derrière, elles sont inconnues. Donc cette résilience économique, à un moment où, par contre, il faut le dire, les temps politiques sont incertains, cette résilience économique est une force. Et elle est une force pour l'ESS en général. Et donc, je pense que c'est important que l'économie sociale et solidaire sache qu'elle peut s'appuyer sur cette résilience-là, de même que nous sommes en solidarité avec ces familles qui, aujourd'hui, sont en difficulté. Et Claude, tu le disais, 88 000 emplois menacés dans le secteur associatif. Nous ne pouvons pas faire comme si cela n'existait pas. Et donc, nous sommes unis et nous devons pouvoir le dire. Alors, cette résilience et cette force, aujourd'hui, elle est visible sur le plan international. On sort d'une année internationale des coopératives qui a été décrétée par l'ONU, qui voit dans le modèle coopératif un modèle de développement durable et donc qui a souhaité que nous puissions mettre en œuvre des actions dans l'ensemble des États au niveau international. C'est ce que nous avons fait en France à travers une flamme coopérative qui dit cette singularité coopérative autour de nos valeurs et qui l'a dit d'autant plus depuis la France et j'ai envie d'être un peu optimiste ce matin et porter une parole qui soit fière de ce qu'on est. La France est sur la première marche du podium dans le top 300 des coopératives au niveau international. Et donc, on a une place spécifique à cet endroit qu'on doit pouvoir tenir. Mais la coopération, c'est
sur Terre, plus d'1 milliard de coopérateurs. C'est important, c'est un mouvement qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est un des mouvements civils les plus anciens. Et donc, on a un rôle à y jouer. Et je crois que ce rôle, et il me reste 35 secondes, je crois que ce rôle, nous pouvons d'autant mieux le tenir que nous sommes en phase avec les attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Pourquoi ? Parce que nous sommes en lien avec nos territoires. Nos gouvernances sont sur les territoires et elles ne peuvent pas en sortir. La richesse que nous produisons ne peut pas être délocalisée des territoires sur lesquels elle est produite, elle y reste. Ça nous permet d'avoir une position de responsabilité, la responsabilité coopérative, qui est spécifique sur le plan social, sur le plan environnemental et sur le plan de la démocratie. Nos coopératives sont des creusets dans lesquels la démocratie se réinvente, se diffuse et dans lesquels les personnes viennent s'y former avec toute la nuance que cela appelle dans l'énonciation. Bien sûr, il y a autant de modèles de démocratie qu'il y a de modèles de coopératives. Et donc, cette forme d'art de la nuance que nous devons nous appliquer à nous-mêmes pour dire ce que nous sommes, je pense, est utile dans les temps politiques et démocratiques que nous avons à affronter. 5 minutes 35, je m'arrête là et que je reprendrai la parole après. Merci. Merci beaucoup, Bastien. Alors, tu as évoqué l'aspect territorial de ces questions en parlant notamment d'emplois non délocalisables et d'activités non délocalisables. Du coup, si on se tourne vers le territoire que tu représentes d'une certaine façon dans notre table ronde, Noémie, donc je l'ai dit, tu co-diriges une coopérative qui est en Loire-Atlantique, qui elle-même porte un pôle territorial de coopération économique, un PTCE, qui s'appelle le PTCE NOLA, Nord-Ouest Loire-Atlantique. Et tu as fait une thèse sur ce PTCE et cette coopérative pour voir justement comment sont menées ces coopérations et ces mutualisations, puisqu'il y a un aspect fort de mutualisation à l'intérieur de la coopérative. Et du coup, peux-tu nous dire comment tu analyses un peu le lien entre ces deux notions dans la pratique, en fait, de ce PTCE et de cette coopérative ? Merci Florian. Oui, c'est bon, vous m'entendez tous bien ? Je vais essayer d'être à la hauteur de cette table ronde. Mesdames, je compte sur vous tout à l'heure pour les questions, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas me laisser seule, j'espère. Blague à part, oui, effectivement. Cette coopérative idéale, déjà tout un programme, coopérative idéale, elle naît dans les années 90, au milieu des années 90, et à l'origine, elle s'appelle Insertion, Développement économique et animation locale. Évidemment, dans l'économie sociale et solidaire, on adore les acronymes, donc vous allez être servis. Florian, tu les as déjà pas mal introduits, ceux qui me concernent. Donc, IDEAL, PTCE, NOLA. Cette coopérative, elle naît pourquoi ? Parce que fin des années 80, début des années 90, bassin de Saint-Nazaire, on est dans un territoire marqué par deux grands mouvements, le mouvement ouvrier et le mouvement agricole. Ces deux mouvements se rejoignent sous une figure historique qui s'appelle le député Lambert, qui sera le cofondateur de la Confédération paysanne. De là naît l'héritage d'un territoire particulièrement militant, particulièrement maillé d'un point de vue associatif, et qui, quand les crises pétrolières et les crises économiques de la fin des années 80 arrivent et le chômage monte, génère des dynamiques du territoire, des mobilisations associatives autour de l'insertion par l'activité économique. Ces structures d'insertion qui ont cette culture à la fois agricole et ouvrières pensent au modèle des coopératives agricoles, notamment des coopératives de mutualisation de services, les CUMA, pour monter une sorte de CUMA, mais à leur sauce, c'est-à-dire une coopérative qui va les soutenir dans leur fonction support. C'est-à-dire que chaque asso d'insertion n'a pas besoin d'héberger en son sein sa fonction support, elles vont mutualiser à l'intérieur d'une coopérative ses fonctions support. C'est comme ça que naît en 1994 la coopérative idéale. Idéale pas parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle incarne une utopie politique. Cette utopie, du coup, ça fait 30 ans qu'elle existe. Aujourd'hui, il y a 160 sociétaires dans cette coopérative. Elle génère environ 1,5 million € de chiffre d'affaires par an. Et parmi ces 160 sociétaires, il y en a 30 qui utilisent ces services. D'accord ? Aujourd'hui, il n'y a pas que des associations d'insertion par l'activité économique qui utilisent ces services. Ces utilisateurs de services, ils se sont diversifiés à travers le temps, en même temps que les services se sont diversifiés. La logique, c'est que quand un besoin naît du territoire, c'est-à-dire quand un besoin converge entre plusieurs structures, qu'elles soient des structures d'insertion, un centre de loisirs, un centre d'hébergement de mineurs non accompagnés, eh bien,
La coopérative, comme le disait Bastien, est un lieu de discussion et de conception de services de proximité pour faire avancer et développer le territoire. Donc ce qu'il se passe pendant ces 30 années, c'est qu'on voit naître des écosystèmes, comme tu en parlais Claude, des écosystèmes de coopération qui se thématisent de plus en plus, thématisent au sens de filière, et notamment autour de 2 grandes thématiques que sont d'une part l'alimentation, l'agroécologie, et d'autre part l'économie circulaire, le réemploi. Pourquoi ? Parce que autour d'objets concrets, d'espaces de travail concrets, notamment 2 espaces sur mon terrain de recherche que sont d'un côté la ferme de l'Abbatiale, de l'autre le Point du Jour, je vous en dirai un petit peu plus juste après. Ces 2 espaces, à l'origine des ateliers chantiers d'insertion, l'un, ferme de l'Abbatiale en maraîchage bio. Pourquoi dans une abbatiale ? Eh bien parce que au sein d'une abbatiale millénaire qui va fêter ses 1000 ans, qui s'appelle l'abbatiale de Saint-Gildas-des-Bois, qui est habitée par la congrégation des Sœurs de Saint-Gildas. D'une part, ça, en 2005, ce chantier d'insertion naît. D'autre part, au Point du Jour, on a une recyclerie qui naît, pareil, au niveau des années 2010. De là, autour de ces chantiers, se constituent des écosystèmes qui se diversifient de plus en plus et qui amènent des acteurs de plus en plus diversifiés eux-mêmes. C'est-à-dire que d'une asso d'insertion basée et qui, du coup, a un support de travail, un chantier d'insertion, eh bien, elle va agglomérer autour d'elle un écosystème d'acteurs, des PME, des chercheurs, des collectivités, pour aller développer des thématiques au-delà, pour la ferme de l'Abbatiale par exemple, de la production pure et simple de carottes. D'accord ? On va réfléchir en termes de filière et on va réfléchir en termes d'impact territorial. Oui, la carotte est produite de manière solidaire, c'est-à-dire qu'elle est produite avec une équipe en insertion, donc il y a un double enjeu et de production et d'accompagnement socio-professionnel. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'impact de comment est produite cette carotte, comment est-elle consommée et comment revient-elle à la terre. Donc de là s'organisent des circuits. Je vous ai placé un peu, très concrètement, très pragmatiquement le contexte pour vous expliquer ce qu'est un pôle de coopération économique. Un pôle territorial de coopération économique, c'est reconnu depuis 2014, donc la loi de l'économie sociale et solidaire, dans son article 9, comme une dynamique d'acteurs en coopération, une dynamique d'acteurs qui sont diversifiés. Collectivités, institutions, chercheurs, citoyens, associations, entreprises. C'est un peu le pendant des pôles de compétitivité, quelque part. Ça a été un petit peu pensé comme ça. Le laboratoire de l'ESS est l'un des fondateurs et l'un des réseaux fondateurs. On a les réseaux de l'insertion par l'activité économique aussi qui ont poussé à ce que ces pôles de coopération soient inscrits dans la loi. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est une politique publique qui est née, du coup, qui a commencé en 2013, qui s'est éteinte et puis qui a renaît de ses cendres dans les années 2020, qui a été portée notamment par Olivia Grégoire, qui est extrêmement menacée aujourd'hui par le PLF. Quand je dis extrêmement menacée, on parle de 90% de coupes. Sur une enveloppe qui était à 2,5 millions. On parle de miettes, d'accord ? En termes d'ordre de grandeur. Néanmoins, ces miettes permettent de faire vivre 200 écosystèmes comme ça sur le territoire français. 200 en France. À titre d'exemple, le PTCE NOLA, donc Nord-Ouest Loire-Atlantique, celui dans lequel la coopérative idéale s'inscrit, c'est 500 emplois directs pour son territoire. Si je raccourcis encore un petit peu, donc 500 emplois, 2 filières. Quand je parle de la coopérative et du noyau de cette dynamique, on est le premier employeur du village. On a 3500 habitants dans le village de Prinquio. Eh bien, on est une entreprise de plus de 200 salariés parce que on a constitué au sein de cette dynamique des structures enlacées, enchâssées, qui se maintiennent les unes les autres à travers le temps et qui permettent de maintenir des emplois. À titre d'exemple, la coopérative idéale, je vais m'arrêter là, je crois, parce que je suis arrivée à 7 minutes. La coopérative idéale, en 30 ans, elle a réussi à pérenniser 14 CDI dans un village de 3500 habitants. Voilà. Merci beaucoup, Noémie. On va passer à la deuxième partie de la table ronde avec un petit quart d'heure de retard, donc je vais en appeler un peu pour
à la responsabilisation individuelle de nos intervenants pour éviter qu'on dépasse à nouveau. On avait prévu beaucoup de temps et j'avais prévu que ça dépasse un petit peu, mais donc il ne faut pas reproduire le même exercice parce que là, ça va dépasser de beaucoup. Donc là, la deuxième partie est plus sur les enjeux et les perspectives des constats qu'on a dressés. Donc, on va revenir à Thierry. Dans le cahier de tendance que tu nous as présenté, vous avez identifié 10 fractures. Vous êtes parti de ces problématiques territoriales. Est-ce que tu peux en développer une ou deux pour voilà, pour qu'on voit à peu près dans le concret comment ça se matérialise? Alors, je vais faire super court parce que sinon, je vais avoir des gros ennuis et je vais faire moins politique. Alors, c'est pas difficile parce que si je résume, j'ai parlé tout à l'heure de Bernie Sanders, de polarisation des esprits, de crèche Afrique et même de front de classe. Et ce qui est quand même, là, pour le coup, ça va rester dans les mémoires. Donc, je vais être très concret. Donc, il y a plein de choses là-dedans. Je vous invite à vous référer à l'ouvrage. On va travailler sur tout un tas d'aspects. Mais il y en a un que j'ai voulu mettre en avant pour développer cette notion de mutualisation dans ce qu'elle peut avoir de plus opératoire et de plus pratique. En fait, est un peu inattendu. Et face à un sujet qui est méga majeur, qui est la résilience territoriale, l'adaptation des territoires aux crises climatiques. On a bossé avec les vallées des Alpes-Maritimes. Après la tempête Alex. La tempête Alex, c'est la plus grande destruction civile depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un truc donc il y a eu la nomination d'un préfet délégué qui a fait un boulot remarquable. Ils ont reconstruit l'essentiel en à peu près un an. Ils se sont concentrés sur autre chose. Et c'est là que je veux en venir. Ils ont réussi à mutualiser tout un tas de choses qui ne se mutualisent d'habitude jamais. Voilà. Ils ont mutualisé les diagnostics. Voilà. Pour ceux qui connaissent les territoires, je ne peux pas détailler parce que je n'ai pas le temps, mais c'était juste une sacrée gageure. Hein. Ils ont mutualisé les visions. Ils ont mutualisé les moyens. Voilà. Donc, ils ont partagé tout un tas de choses. Grâce à la DTP, on était présents, on a suivi, etc. Et nous, on a fait un rapport ensuite pour raconter ça. Et on a notamment raconté la façon dont ils essayaient de mutualiser leur projection du territoire. Comment ils voyaient leur territoire demain. Comment ces vallées des Alpes-Maritimes, qui avaient été profondément meurtries, pouvaient être conçues différemment demain, pour vivre différemment et pour que les gens y vivent différemment. Et ils ont notamment amené dans les discussions un truc qui nous a énormément marqué, qui sont les imaginaires. Ils nous ont montré comment les imaginaires pouvaient être un outil de mutualisation, comment ça permettait on pouvait partager autour de ça un regard sur un territoire, des visions par rapport à un territoire. Et c'est quelque chose qu'on a prolongé, je vais faire super court, avec une démarche qu'on a lancée autour des imaginaires, voilà, des rencontres des imaginaires locaux. On a fait un sondage avec un monsieur que je vais citer quand même, mais pitié de ne rien lancer, Jérôme Fourquet, de l'IFOP. Et on a constaté dans ce sondage que le deuxième imaginaire le plus partagé par tous les Français, c'est la forêt. Voilà. Donc c'est quelque chose vraiment, on peut tirer cette notion de mutualisation pour en faire un élément de partage, effectivement, qui permet d'avancer vers autre chose. On a quand même prévu, parce qu'on n'est pas totalement zozo et parce que la vie, c'est la vie, de revérifier dans les temps qui viennent jusqu'où, effectivement, cette mutualisation qui s'était mise en place post-tempête a perduré et comment les choses ont pu véritablement bouger ou ne pas bouger. Donc, le cas échéant, on en reparlera. J'ai fait combien ? 2,19. Merci beaucoup pour cette performance. Bravo. Alors, on a changé l'ordre pour cette nouvelle table ronde, donc on revient vers toi, Noémie. Tout à l'heure, Thierry a parlé de démutualisation, et c'est justement un sujet qu'on voulait aborder avec toi et puis avec Claude ensuite. D'abord à partir du PTCE, on voit que, on l'a dit, dans la mutualisation, il y a une notion de sécurisation. Hein. On met ensemble, on met en commun des ressources, qu'elles soient financières ou non, pour faire face à des risques et répondre à des besoins. Mais on ne le fait pas n'importe comment, on le fait en solidarité. Il y a un principe de réciprocité dans la mutualisation. Pour que tout cela tienne, il faut que tout le monde joue le jeu et accepte qu'on couvre collectivement un risque que chacun individuellement ne peut pas couvrir. Mais ça suppose, encore une fois, voilà, que chacun joue le jeu et ne parte pas dans son intérêt propre, mais bien pense à l'intérêt commun et qu'on organise cet intérêt commun. Or, les organisations de l'ESS qui mutualisent, elles sont tout le temps confrontées à des logiques extérieures ou même internes, qui les poussent d'une certaine façon à une mise en concurrence, notamment au sein de ces PTCE, avec des structures qui opèrent sur les mêmes enjeux et les mêmes sujets. Et du coup, comment est-ce que toi, tu vois, à partir du cas du PTCE NOLA, ce risque de démutualisation? Qu'est-ce qui risque d'être démutualisé et pourquoi? Et comment on essaye de lutter contre ces forces de démutualisation pour bien garder solide la mutualisation que vous avez mis en place? Alors, ce risque de démutualisation, de déchirement, moi, ce qui m'a intéressé dans ma thèse, c'est comment, toute la petite histoire que je vous ai racontée, comment ils se sont débrouillés pour que ça dure 30 ans. C'était ça ma question. Et finalement, ce que l'enquête a permis de mettre au jour, c'est 4 grandes raisons de lien.
D'une part, une raison stratégique. Donc, on parlait de partage de vision, de partage de valeurs. Donc, il y a une dimension stratégique, une dimension territoriale, partager l'effet qu'on a et l'intérêt qu'on a pour le territoire sur lequel on agit. Et je vois une collègue chercheuse au fond de la salle à qui la responsabilité territoriale d'entreprise parlera très, très fortement. Mais je lui laisserai le soin de développer. J'espère que vous aurez l'occasion de l'écouter. C'est brillant. Donc, je le disais, organisation, le territoire, la stratégie et les relations. En fait, ce qu'ils ont fait, et ce que beaucoup font par voie de nécessité aussi, parce que souvent, on n'a pas 150 personnes qui arrivent à se mobiliser à travers le temps, ils ont organisé des gouvernances croisées. Pour tenir à travers le temps, ils se sont liés, ils se sont constitués, notamment à travers la coopérative idéale, ils ont organisé leur interdépendance. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand il y en a un qui tombe, les autres morflent. Donc, tout le monde doit tenir. J'ai eu un de mes enquêtés qui m'a dit une des phrases qui, je pense, résume le mieux les résultats de cette thèse. Pour que ça tienne, il faut se mêler des affaires des autres. Oui, ça fait sourire. Et en même temps, on a parlé de la question de l'individu, de l'individualisation. Finalement, se mêler les affaires les uns des autres, c'est-à-dire quelque part une forme de contrôle social un peu plus avancé, une responsabilité à l'échelle du territoire quand on est une entreprise, quand on est une association, quand on est une collectivité. Personne n'a le monopole de l'intérêt général. Tout le monde est responsable. Et donc, il y a un enjeu qui est très fort à organiser cette réciprocité, organiser cette mutualisation à travers des outils qui structurent. Il y a plein d'outils qui structurent sur les territoires. Il y a les tiers-lieux qui structurent. Il y a les coopératives qui structurent. Les SIC, les sociétés, même au niveau foncier, les SCI qui permettent de structurer. Structurer le pouvoir que l'on a de maîtriser toutes les incertitudes. On parlait de la maîtrise de l'information. Maîtriser les incertitudes, chez Crozier-Friedberg, la maîtrise de l'incertitude, c'est redonner du pouvoir, techniquement. Donc, lutter contre la démutualisation, c'est lutter pour la transparence, pour l'interdépendance des structures. C'est lutter pour la responsabilité réciproque. Merci beaucoup pour cette réponse que je trouve très claire. Claude, sur ce même sujet, on voit que dans le monde mutualiste, nous on a pris un cas avec vous très particulier, le cas du projet de règlement FIDA, qui est un acronyme pour dire Framework for Financial Data Access. On va vous dire un petit peu ce qu'il y a derrière ce terme barbare, mais peut-être en 2 mots, c'est un projet de règlement qui organise le partage de données. Il y a déjà un partage de données au niveau du système bancaire, l'open banking, et là, c'est l'objectif de l'étendre à l'ensemble en tout cas, plus de produits financiers, notamment les produits assurantiels. Et ça pose problème puisque, tu vas nous redire un petit peu ce qu'il y a derrière la mutualisation des risques, mais l'un des principes fondamentaux de l'assurance, y compris en dehors du monde mutualiste, c'est la mutualisation des risques. On met ensemble en commun des ressources pour faire face aux risques individuels et collectifs. Or, ce partage de données, tu vas nous dire pourquoi, met un petit peu en danger, en tout cas vient complexifier ces questions de mutualisation. Tu aurais pu poser la question et répondre à ma place. J'ai lu les travaux du labo de l'ESS sur le sujet, et c'est un sujet qui nous préoccupe énormément. Alors, simplement un constat, depuis 2012, le nombre de textes réglementaires européens qui s'appliquent à l'assurance a augmenté de manière assez exponentielle pour passer d'une 12aine à 70. Et c'est pas neutre, loin de là. Et FIDA, le règlement européen sur l'accès aux données financières, a fragilisé les solidarités dont nous avons absolument besoin dans le domaine assurantiel. Je reviens pas sur l'acronyme, ce que tu as expliqué, sur ce qu'est réellement FIDA et ce partage de données financières d'autres acteurs. C'est un don, hein. C'est vos datas qui sont utilisées par d'autres. Malgré tout, si vous y consentez, pour autant, c'est assez
c'est assez problématique, voire catastrophique. Je ne reviens pas sur l'étude Kantar qui a été réalisée par Massif sur le sujet et qui prouve que les Français sont opposés sur le sujet de manière très majoritaire. Intuitivement, ils perçoivent le danger. Pour eux, ça ouvre la porte à une segmentation ultra fine des risques. Avec l'IA et l'accès généralisé aux données personnelles, de nouveaux acteurs qui pourraient se créer, pourraient identifier et capter les bons risques. Très clairement, on n'est plus sur de la mutualisation. Des acteurs viendraient prendre les bons risques en leur proposant une tarification hyper intéressante. Et là, effectivement, il n'y a plus du tout de mutualisation. Je vais vous donner un exemple, par exemple, au Royaume-Uni. Cette logique de marché s'est imposée et les jeunes conducteurs paient désormais des primes d'assurance astronomiques, pouvant atteindre entre 2 400 et 8 800 livres par an, selon leur profil, parfois plus cher que le véhicule qu'ils utilisent eux-mêmes. Résultat, nombre d'entre eux se retrouvent en situation précaire. Et puis, vous imaginez bien la conclusion. Certains ne s'assurent plus et deviennent donc un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Cette logique considère la protection optimisée à un instant T, alors que l'enjeu est d'être protégé tout au long de la vie. C'est un peu notre credo assurantiel, mutualiste assurantiel. Et pas uniquement quand on est un bon risque. Nous le savons tous, on vieillit. Nous ne sommes pas donc toujours des bons risques. Et nous tombons malades, nous vivons parfois dans des territoires plus exposés, tu l'évoquais par rapport à un territoire donné qui a subi des catnats. Voilà. Donc il faut penser à la santé et aux aléas climatiques. Catnat, simplement catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle, pardon. Le public. C'est tellement un acronyme qu'on utilise. Et justement, je reviens sur le sujet des catastrophes naturelles. On a un régime catastrophe naturelle en France qui est juste exceptionnel. Tout le monde paye une surprime identique qui a été augmentée à 20% compte tenu de l'évolution des catastrophes naturelles en France et en Europe. Donc c'est passé de 12 à 20%, mais permet de garantir effectivement une assurabilité des territoires partout en France. Et ça, vous voyez, si on se réfère à ce qu'on peut voir dans d'autres pays comme les États-Unis, par exemple, ça n'existe pas. Avec FIDA, ce modèle est totalement menacé. Si les données sur les sinistres liés aux risques naturels deviennent accessibles aux nouveaux entrants, ces derniers pourraient écrémer le marché, bien évidemment, et en ne ciblant que les territoires épargnés. J'arrive tout de suite à ma conclusion. Pour tenir le délai, ce qui se joue avec FIDA dépasse largement la technique réglementaire. C'est un choix de société. Est-ce qu'on veut une protection individualisée, ce qui est préconisé dans certains pays, où chacun paie selon son risque propre, quitte à exclure les plus vulnérables? Ou alors on veut préserver cette solidarité intergénérationnelle et territoriale qui nous permet d'affronter collectivement les tempêtes climatiques comme sociales. La mutualisation n'est pas une contrainte coûteuse, c'est notre meilleure assurance vie collective. Ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que la raison qui est invoquée par la Commission derrière ce texte, c'est la mise en concurrence des acteurs. C'est considérer que le secteur, notamment assurantiel, même si ça ne concerne pas que lui, serait dans des phénomènes de rente et donc il faudrait partager les données pour faire rentrer plus d'acteurs dans la concurrence, y compris internationaux. Et donc on voit qu'il y a quand même une mécompréhension en fait de ce qu'est réellement l'écosystème assurantiel, qui est déjà très concurrentiel en France et qui sous-estime en fait les impacts pour la mutualisation, comme tu l'as expliqué. Donc on voit qu'il y a des logiciels qui sont pas les mêmes en fait. Et c'est pas gagné. Hein. Et c'est le pas gagné. Le combat est continu et c'est pas gagné. C'est ça, on vous tiendra au courant. Je précise que, alors elle est plus là parce qu'elle est déjà partie très vite, mais il y a une note, enfin l'une des notes qui était proposée vise à décrypter un peu plus techniquement. Là, on n'est pas rentré dans tous les détails des enjeux de FIDA parce qu'on en aurait eu pour beaucoup trop longtemps, mais vous pouvez la retrouver du coup sur le site du labo. Et pour conclure, avant les temps d'échange, je te repasse à toi la parole, Bastien. Là, on a parlé des enjeux de la mutualisation.
comment est-ce que toi, tu vois la façon dont le mouvement coopératif est confronté aux enjeux de coopération aujourd'hui, dans une perspective peut-être de transition écologique juste, puisque tu as aussi cette casquette-là à travers l'opération Milliard et plus généralement le milieu coopératif doit s'engager sur ces questions, à la fois sur les territoires, mais aussi au niveau national et international, européen. Merci Florian. Je pense que pour l'instant, je vais me tenir à la première partie de la question pour être d'abord sur ce que je représente ici, c'est-à-dire la coopération française, et puis si on a le temps après dans les questions sur la transition écologique. Bon, la façon dont je perçois aujourd'hui ce que sont les enjeux de la coopération, je pense qu'il y a trois axes. Il y a d'abord ce que je dirais notre capacité à faire vivre une unité dans la diversité. Les coopératives françaises sont très diverses de par leur histoire, de par ce qu'elles représentent sur le plan économique et de par leur modèle de fonctionnement. Ce qui fait notre force, c'est notre capacité à nous relier à des valeurs fondamentales que nous avons exprimées à travers un manifeste et de nous relier à une histoire commune. Et sans doute, et c'est une partie de ma responsabilité, c'est la responsabilité de notre président Jérôme Saddier, c'est la responsabilité de notre conseil d'administration, que de réussir à faire vivre un esprit de la coopération malgré ce qui peut être nos différences, et je dirais malgré et grâce à, car la richesse vient aussi de la capacité à faire dialoguer des différences. Tu disais tout à l'heure, se mêler des affaires des uns des autres, le fait que nous soyons tous et toutes responsables, oui. Il faut que chacun, on s'intéresse à la façon dont les autres coopératives fonctionnent, parce que c'est dans cette compréhension qu'on fait vivre notre modèle commun. Donc d'abord, cette unité, et donc je redis que la responsabilité nous dépasse, parce que nous sommes dans un monde qui est en difficulté, et notre capacité, nous coopératives, à faire vivre d'autres types de modèles économiques, d'autres façons d'habiter les territoires, eh bien, ceci est une responsabilité qui va au-delà de notre surface économique. Donc, sachons la faire vivre. Deuxièmement, mais je vais être plus court là-dessus parce que finalement, je ne vais pas donner trop de temps à ça, l'instabilité gouvernementale nous pose problème. Moi, je suis secrétaire général depuis 18 mois, j'ai déjà dû rencontrer 3 ministres. Donc, à un moment, c'est compliqué. Nous n'avons pas un interlocuteur gouvernemental à la hauteur de ce que nous devons pouvoir porter. Donc ça, ceci est un sujet, mais ne lui donnons pas trop de temps, s'il vous plaît, on a des choses plus importantes. Dans le troisième enjeu que je vois, il y a la question du financement de notre action. Pourquoi ? Le tissu économique français est face, et ça c'est trop peu su, mais est face à un enjeu radical qui est un enjeu de la transmission des entreprises qui aujourd'hui, dont la direction, les fondateurs, les dirigeants vont passer la main. On parle de 500 000 à 700 000 entreprises qui en 10 ans vont devoir trouver repreneurs. Et donc là sur ces transmissions, bien sûr que nos modèles coopératifs dans toute leur diversité sont des modèles extrêmement intéressants. Et donc, ils doivent pouvoir être une solution dans ces transmissions et dans les reprises quand il y a des difficultés. Mais pour ça, il faut être en capacité de financer. Les candidats à l'installation pour la reprise d'une exploitation agricole ont besoin de pouvoir être financés dans cette reprise. C'est pas facile, et donc ils doivent pouvoir être soutenus. Des salariés qui reprennent une entreprise comme Duralex doivent pouvoir être soutenus dans cette reprise, et donc ça demande des financements importants. Et c'est d'autant plus important que, et j'en finirai par là, nous sommes dans un contexte international qui est un contexte difficile. Les coopératives peuvent être, pour la France, pour l'Europe, des acteurs forts de notre souveraineté économique, mais encore faut-il qu'on leur donne le moyen d'être ces agents d'une économie qui nécessairement reste localisée sur nos territoires. Voilà pour les 3 enjeux, et très heureux de répondre à vos questions par la suite. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 25 minutes pour le temps d'échange avec la salle. Bonjour. Donc, j'ai une question sur cette... comment elle s'appelle déjà ? Cette FIDA de la Commission européenne. Vous dites que ça serait proposé pour ouvrir le marché de façon à ce que ce soit peut-être plus concurrentiel, que les taux baissent.
Est-ce que ça peut pas aussi être une vision plus machiavélique? Est-ce qu'il n'y aurait pas des influences de lobbies d'assurance privée qui, elles, savent très bien où elles veulent aller? Et est-ce que la Commission européenne ne se laisserait pas un peu influencer par tout ça et proposerait un système qui, parce qu'il y a un marché juteux peut-être à prendre? Et donc ma question c'est ça, est-ce que ça peut pas être ça? Et la deuxième question qui suit du coup, c'est quand vous dites on vous tient au courant, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut arrêter ce genre de projet quand il est lancé? Moi je suis un peu sceptique, mais voilà. On va prendre plusieurs questions à la fois comme ça, donc, et en plus comme ça m'évite d'oublier. Donc madame, monsieur, madame c'est fait, monsieur, ensuite madame et monsieur. Non, voilà. Oui, il faut appuyer sur le... Donc, ça assurera la parité des réponses. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'interdépendance de la gouvernance sur la question coopérative idéale? Comment ça se traduit? C'est surtout ça. Oui, moi je suis élu local d'un territoire rural, je suis là. Et j'ai bien aimé, pour que ça tienne, il faut se mêler des affaires des autres. Et donc, moi, je m'occupe de la transition écologique à l'échelle d'une communauté de communes. Je suis vice-présidente. Et c'est vraiment la question que je me pose sur les questions de transition écologique et les coopérations indispensables face aux risques, justement. C'est pour ça que je suis là aussi, pour trouver des idées. Et est-ce que les EPCI, finalement, pourraient pas... sous forme de, je sais pas, de commission transversale, parce qu'on se pose aussi des questions, nous, sur notre modèle de fonctionnement au sein des EPCI, pour régler ces questions de risque et de transition écologique, et comment travailler avec les acteurs. Et ces questions de coopération et de mutualisation, c'est des cultures, c'est une culture à mettre en place, il me semble, mais c'est, voilà, est-ce que vous avez des exemples, ou est-ce que vous avez déjà travaillé sur ces questions-là? Nous, on a été beaucoup, moi je suis de Normandie, hein, donc la tempête Ciarán. On n'en sort pas tous très intelligents, en fait. Et on revient encore. J'aimerais bien qu'on en sorte un peu plus intelligents pour la résilience territoriale. Et voilà, c'est pour voir si vous avez des exemples à l'échelle de petites EPCI très rurales. Merci. Et on va prendre monsieur, et après, on refera un deuxième round après les réponses à ces quatre. Une question sur la gouvernance en prolongement de celle qui vient d'être posée. Les statuts des coopératives garantissent une démocratie interne. Je voudrais savoir si vous avez des indicateurs ou des moyens d'évaluation de la réalité de cette démocratie. Au moment où je parle du milieu agricole que je connais le mieux, on a tendance à avoir un peu un rejet des instances dirigeantes de ces coopératives dans certains secteurs. Merci. Alors, on va répondre à ces quatre-là et on refera un petit round après. Peut-être, Claude, si tu veux prendre sur FIDA et puis après, tu me disais sur la question sur les EPCI. Oui, tout à l'heure. Oui. Et après, on passera aux autres questions. Sur FIDA, du lobbying, il y en a forcément. On est dans une commission européenne. Donc, simplement pour l'histoire que moi, je vis au quotidien, les affaires publiques, c'est pas si récent que ça chez nous. Et il a été essentiel de créer une direction affaires publiques. Parce que derrière, au-delà de créer des actions affaires publiques, il faut aussi avoir un bureau à Bruxelles. Maintenant, on a un bureau à Bruxelles. C'est une obligation. Sinon, ces sujets-là, le sujet de FIDA, aujourd'hui, ça nous passe sous le nez, etc. Et ça file tout droit. Il faut bien voir qu'effectivement, c'est des travaux menés avec d'autres pays européens. Là, aujourd'hui, de mémoire, la présidence, elle est danoise. Et ils sont favorables. Ils veulent que ça aboutisse avant la fin de l'année. Et imaginez bien derrière que si on n'est pas présent à Bruxelles sur ce sujet-là, mais ça va passer crème, quoi. Et donc, c'est un véritable combat qu'on mène, et pas seul, hein, pas seul. Là aussi, il faut coopérer, travailler avec les autres, convaincre. L'État français en avance a été précurseur sur le sujet. Je te laisse conclure si tu veux. Oui, peut-être simplement dire effectivement, il y a une forte pression des acteurs, ce qu'on appelle la FinTech, donc les acteurs de la finance qui développent des nouvelles technologies sur la finance, parce qu'eux, ils ont un avantage comparatif, parce qu'on dit partage de données, mais derrière, faut avoir la machinerie pour pouvoir compulser ces données-là. Donc c'est un des premiers acteurs qui, pour le coup, eux, sont potentiellement européens, viennent par exemple d'une partie des pays du Nord qui n'ont pas forcément le même modèle social que nous du point de vue de la mutualisation.
mutualisation, et du monde mutualiste, donc qui eux peuvent avoir un intérêt. Et les deuxièmes types d'acteurs sur lesquels il faut se méfier, c'est les GAFAM. Et là, il y a une négociation pour le coup, là où j'en suis, parce qu'en fait c'est en trilogue, c'est-à-dire en discussion entre le Parlement, la Commission et le Conseil de l'Union européenne. A priori, ces gatekeepers, pour reprendre les termes de la Commission, seraient aujourd'hui évacués, mais l'un des risques, c'était si Google, demain, décide de se lancer dans l'assurance, avec ses forces de frappe et la capacité de traitement de données qu'il a et les données qu'il a déjà, qu'est-ce qui l'empêcherait de venir s'intégrer dans ce modèle-là pour aller proposer des services assurantiels à des personnes spécifiques qui ont des bons risques, c'est-à-dire plus jeunes, en meilleure santé, etc., pour leur proposer des prix et du coup totalement atomiser la solidarité. Et tu voulais du coup répondre sur la question, et comme ça on pourra enchaîner sur celle-là s'il y en a d'autres qui veulent la prendre. Oui, tout à fait. Sur les EPCI, les petits EPCI, alors je ne sais pas combien il y a d'habitants dans votre EPCI, mais combien ? Ouais, 2500, donc c'est un petit EPCI. J'ai été président de Val d'Amboise et effectivement c'était nous 25 000, mais c'est petit. Et là, il y a nécessité absolument sur la problématique des transitions de travailler avec les autres acteurs. Là, je vous conseille de vous rapprocher des acteurs mutualistes qui travaillent sur le sujet de la prévention, sur la maîtrise des risques. C'est leur métier. Il faut absolument travailler avec eux. Je fais référence aussi à Marilyn que tu évoquais tout à l'heure sur la RTE. Il faut travailler avec les entreprises qui travaillent sur le territoire. Il faut créer des pôles effectivement transversaux qui permettent d'avancer sur ces sujets-là. C'est pas simple parce qu'effectivement on reste très gaulois dans la manière d'appréhender ces sujets-là et chacun a la solution et on a du mal à s'écouter. Les maires, on les connaît, c'est un peu compliqué de travailler ensemble. Après, sur ma communauté de communes à l'époque, j'ai fait découvrir à beaucoup de maires le fonds Barnier que peu connaissaient. C'est un moyen, effectivement, d'investir sur la maîtrise des risques sur nos territoires. Moi, c'était le sujet des bâtards d'eau à réhabiliter, etc. Et sachez que nous, au niveau assurance, on a des véhicules de financement aujourd'hui. On pense réellement à mettre en place des fonds de dette pour les collectivités. Si, effectivement, les critères qu'on met en place correspondent à une maîtrise des risques sur les territoires. Et là, c'est aussi de la coopération, c'est se mêler ensemble, et c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour nos sociétaires, c'est gagnant pour la société, c'est gagnant pour la collectivité. Mais il faut emmener tout le monde, c'est pas simple. Et moi, ce que je ressens au sein de Massif et du groupe AEMA, c'est l'apport des experts. Les travaux menés par la Fondation Jean Jaurès, les travaux menés par le labo de l'ESS apportent énormément. Donc, amener de l'expertise sur votre territoire, parce que quelquefois, porter la bonne parole seul, ça suffit pas. Et avoir un regard externe et d'experts permet quelquefois d'emmener tout le monde. C'est ma vision des choses. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur cet aspect transition écologique, coopération, mutualisation, avant qu'on aille sur les deux questions de gouvernance dans les trois? Ouais. Non, merci Claude. Moi, je vais parler. Toi, tu parlais côté avec ton ancienne casquette PCI. Moi, je vais parler avec ma casquette acteur qui bosse avec des EPCI. Du coup, l'espace avec lequel on travaille le plus actuellement sur tout le volet alimentation, c'est le parc régional de Brière. Les PNR sont des EPCI qui sont des espaces particulièrement intéressants pour parler et travailler avec des acteurs diversifiés sur des questions de transition écologique et sociale. En l'occurrence, le PNR de Brière, donc en Loire-Atlantique, porte le plan alimentaire territorial. Pas plus tard que lundi après-midi, en tant qu'acteur, je suis invitée à participer à le plan climat qui est aussi porté et organisé par le PNR. Le PCI engage la démarche de discussion, de concertation, de coécriture de feuilles de route qui nous permettent de manière déporter en faisant un pas de côté, de sortir de la relation justement du maire de sa commune et de l'association qui est sur sa commune et qui demande les financements et qui a des frictions, etc., qui est un peu réductrice, à un espace de concertation qui dépasse la somme des parties
qui permet justement de développer des projets. Et pour preuve, là, on vient de clôturer 2 ans de projet sur un plan national qui s'appelle le plan de Mieux manger pour tous, où on a copiloté Copidéal et le PNR de Brière, ce Mieux manger pour tous, pendant 2 ans, ce qui a permis de faire émerger 4 projets et des projets qui ont vocation à perdurer dans le temps. Tout ça, c'est possible aussi parce qu'il y a une ouverture à ce que les techniciens se rencontrent et s'acculturent mutuellement. Puisqu'on ne peut pas non plus que compter sur la volonté des élus, embarquer les techniciens et mettre en dialogue les techniciens, les directions de structure, les techniciens de structure. Donc, c'est-à-dire que, voilà, il faut que les directeurs de PME, d'associations, directrices d'ailleurs, donc je m'oublie, fassent cet aller vers et réciproquement dans les communes que les liens avec les techniciens et les élus soient possibles, que les rencontres soient possibles, que les espaces de discussion soient possibles et sortent des rapports purement économiques, parfois un peu teintés de vision charitable, puisqu'on n'est pas du tout dans ce rapport-là quand on construit du développement territorial. Et j'ai un exemple d'ailleurs sur cette question-là de PTCE. Tu parlais de la Roya. Il y a un PTCE actuellement qui est en train de développer dans la vallée de la Roya, suite à la tempête Alex, des projets, c'est un projet qui s'appelle Paysage nourricier. Je le mets là parce que je trouve que l'idée est excellente. Et si on passait des villes et des villages fleuris aux villes et villages nourriciers, si on remplaçait les fleurs qu'on plante par des fruits et des légumes. Bon, je sais qu'il y a des élus dans la salle, c'est pour ça que je le dis. Très bien. Alors, est-ce que sur ces questions de transition, Thierry, Bastien, vous voulez parler ou est-ce qu'on passe à la question gouvernance? Si je réagis pas sur la Roya, j'aurais plus rien à dire, donc je vais le faire quand même, parce que ça va pas être possible. Bernie Sanders, ça intéresse personne. Non, c'est vrai, ça concrétise ce que je disais tout à l'heure complètement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, de cette mise en commun, de cette mutualisation, etc., mais je vais citer Dominique Chergy, il est dans la salle, ce serait quand même dommage. Il a participé à ce rapport à l'époque, puisqu'on avait croisé des regards nationaux et des regards locaux par rapport à ce qui était en train de se passer. Et une des questions qui était remontée très très fort, c'était le modèle agricole, et notamment le modèle pastoral. On a fait une réunion à la Fondation Jean Jaurès, on a passé un long moment pour parler pastoralisme. Alors, je peux vous assurer que c'était la première fois, peut-être pas la dernière, mais on verra bien. Et c'est vrai que cette question du modèle agricole s'est remontée très 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 fort, quoi. C'est avec également le modèle touristique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une prise de conscience à cette occasion extrêmement puissante de ce qui n'allait pas. On parlait tout à l'heure de dérive, de lobby, de financiarisation, etc. Moi, j'ai tenu un propos très politique tout à l'heure parce que tout ça est très politique, en fait. Parce que sous-jacent, derrière ces modèles, tout ce que vous décrivez, etc., il y a une volonté de faire autrement. Et que la mutualisation, à un moment donné, c'est le levier qui permet peut-être, un, d'embrayer sur le faire autrement, et deux, de passer à l'échelle, puisque on sait que c'est là l'enjeu, quoi. Sinon, ça reste de l'économie de témoignage, faut qu'on reconnaisse, ça reste une succession de bonnes pratiques qui finit par être extrêmement vertueuse, mais pas suffisante. Et la bascule, elle est fondamentalement sur passer du suffisant au global, va faire modèle, quoi, et s'aimer, hein, véritablement. Et c'est vrai que je vais être extrêmement cynique, mais c'est pas grave, on assume, parce qu'on a travaillé là-dessus aussi sur les incendies de Gironde, par exemple. Qui ont été quelque chose de pas triste. Jean-Luc Glaise, quand il a fait président du conseil départemental, quand il a fait sa note de retour d'expérience sur ce qui s'est passé en Gironde en 2022, il a commencé par les larmes qu'il a versées et les larmes que ses habitants ont versées avec lui, sur la perte d'un patrimoine millénaire irremplaçable. Le commun, il est né là, en fait. Le commun, pour partie, en tout cas, il est né de la catastrophe, et partant de là, eux aussi, ils continuent sur des process et tout. Donc, c'est un peu con et dommage qu'il faille à certains moments que ce genre de choses fassent levier, que ce soit des catastrophes climatiques, que ce soit des inégalités qui deviennent complètement ingérables, que ce soit aussi des tensions politiques ou géopolitiques qui nous amènent, etc. Mais enfin, en même temps, si ça fait levier, si ça peut permettre de consolider des process, faisons-le. J'en viens à l'aspect très très concret. C'est vrai que là-bas, il s'est passé des choses qui sont assez bluffantes. On pourrait parler pendant des heures, on a beaucoup à discuter. Sur le tourisme, c'était extrêmement impressionnant. Un dernier exemple, extrêmement marrant, parce que très contemporain, sur le rapport entre présentiel et numérique. Cette espèce de mix de dingue qu'on n'arrive pas à faire. C'est des zones enclavées, hein, c'est des zones de montagne, donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il fallait basculer en mode numérique, qu'est-ce qu'il fallait rester en mode humain? Question de santé, par exemple, qui sont extrêmement centrales. Et là, cette espèce de mixte, on l'a vu se construire, ou tenter de se construire très très concrètement. Donc là, c'est vraiment extrêmement précis, extrêmement concret, avec effectivement une catastrophe qui fait levier. Merci. Peut-être Bastien et ensuite Noémie sur les enjeux gouvernance, démocratie, coopération. Oui, oui, tout à fait, sur les questions de gouvernance, mais peut-être en allant en rebond de ce que tu disais.
Parce que moi, je ne crois pas du tout que nos façons de mutualiser soient à la marge. C'est-à-dire, encore une fois, je redis, la coopération française, c'est 380 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ceci n'est pas marginal. Néanmoins, ce n'est pas marginal si on l'accepte dans sa complétude et sa diversité. Et c'est pour ça que moi, j'insiste sur la pluralité des modes de mutualisation et la pluralité des modes de coopération. Ce qui m'amène à votre question, monsieur, sur la gouvernance. Vous posiez la question de la gouvernance des coopératives agricoles. Si vous me le permettez, j'aimerais élargir cette question à une question qui est importante à travers l'ensemble des familles de la coopération et qui est celle de comment est-ce que nous continuons à faire vivre un esprit démocratique dans des organisations qui grandissent et qui deviennent de plus en plus fortes. Et là, d'abord, je vais commencer par dire qu'il y a plusieurs types de réponses. Donc, il ne faut pas... Hier, à cette même table, il y avait une table ronde où on en est venu, les intervenants sont venus à décrire ce qu'ils appellent une forme de démocratie coopérative. Je ne suis pas sûr d'être convaincu par le concept, ou alors, à minima, faut-il le mettre au pluriel. Et donc, il y a, dans cette façon d'affronter le grandissement de nos organisations, plusieurs façons de faire vivre la démocratie. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas du tout la même chose de faire vivre la démocratie dans une coopérative d'une trentaine de salariés que dans une coopérative qui en a plusieurs milliers. Et donc, les processus et les procédures démocratiques sont variables. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être un travail constant. Et donc, une fois que je dis ça, je ne suis pas du tout en train de nous satisfaire de l'existant. La démocratie est au cœur de ce qui nous singularise des autres acteurs de marché. Toujours, la démocratie doit être une zone de travail pour la coopération. Par contre, cette zone de travail doit être adressée de façon différente selon le type de coopératives qui sont envisagées. Il faut prendre leur lait après. Concrètement, ces gouvernances croisées, alors ça avait déjà été détecté dans un pôle de coopération économique qui est dans le sud de l'Aquitaine par deux chercheurs que sont Daniel Demoustier et Javier Richaina en 2018. J'ai repris leur concept en essayant de le pousser en essayant de le détailler encore plus et de comprendre encore plus en quoi il y avait des croisements de gouvernance. Qu'est-ce qu'ils avaient détecté comme croisement de gouvernance ? Ils se sont rendus compte que dans ces pôles de coopération, dans ce pôle de coopération, et qui finalement se répète plutôt dans d'autres pôles, on se retrouve avec des responsables de structures, des gouvernances, des membres, des administrateurs, administratrices de structures, qui sont aussi administrateurs, administratrices chez les autres de l'écosystème. Donc, on va se retrouver avec, somme toute, voilà, ça vous semble pas particulièrement étranger, on va se retrouver avec, effectivement, un administrateur de la structure A qui est aussi chez la structure B ou qui est éventuellement adhérent ou bénévole dans la structure C, etc. Ce qui facilite évidemment la circulation de l'information, le partage d'une vision collective, etc., etc. Dans le PTCE NOLA, si on va un peu plus loin, on se rend compte que non seulement ils partagent ces conditions-là dans le noyau dur des membres, mais ils partagent aussi des directions. C'est-à-dire qu'ils ont des dirigeances partagées. À titre d'exemple, je partage un comité de direction à 7 codirecteurs issus de 3 structures différentes. Nous partageons ce qui s'appelle une unité économique et sociale, ce qui permet à tous nos salariés de partager les mêmes droits sous la même convention collective. Donc une structure avec un seul salarié a les mêmes droits, le salarié a les mêmes droits que la structure de plus de 100 salariés. Ce n'est pas du tout la même chose en termes de CSE, des check-up déjeuner, d'ailleurs, on en parlait. Voilà, ça change des choses. Ça change des choses en termes de direction aussi. Nous avons des postes qui sont mutualisés, qui sont partagés. Nous avons des salariés qui ont des doubles contrats. Et puis, nous avons des conventions de coopération qui sont passées entre structures. Donc, il y a différents degrés d'engagement. On pourrait aussi compter le degré d'engagement qui est le flux économique généré par un devis, une prestation de service. Ça reste un contrat. Mais si on va vraiment sur le plan coopératif, on a déjà un système d'enchevêtrement qui est extrêmement fort et qui, moi dans mes travaux, j'ai essayé de travailler sur comment on qualifie l'enchevêtrement, qui travaille avec qui connaît qui fait quoi avec qui. Pourquoi ? Parce que tout ça, tout ce savoir-là, tout ce capital coopératif, il est souvent dans que quelques têtes. Il a du mal à se transmettre. Et si on n'arrive pas à le transmettre,
alors on perd, on défait les liens, on les affaiblit au fur et à mesure du temps. Et quand les gouvernances changent, quand elles s'affaiblissent, quand les retraités en ont marre d'aller donner tout leur temps sur ces questions-là et qu'on veut un peu revitaliser, comment on fait pour transmettre tous ces liens-là? Il y avait un besoin au niveau de ces outils-là. Et c'est un peu là-dedans que s'est inséré mon travail, c'est dans cet enjeu-là, à un moment donné, d'illustrer et d'essayer de transmettre à travers du récit, mais aussi à travers des matrices, concrètement, qui permettent de dire, ben voilà ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on fait. Où sont les trous dans la raquette? Là, on a des liens très forts, on n'a rien formalisé. On se voit tout le temps, on partage le même espace de travail, on n'a rien formalisé. Alors que des fois, on a formalisé des choses et puis il ne se passe plus rien entre nous. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais au moins, on peut cibler. Et dans les temps difficiles, être capable de canaliser son énergie et de stratégiquement savoir où on va pour renforcer des liens, bosser avec ceux qui ont envie de bosser ensemble aussi. C'est un enjeu majeur. Merci. Alors, il est 12h30 même, donc pour essayer de pas trop dépasser, je vais prendre que 2 questions et je vais prendre Marilyn et monsieur devant. Et monsieur, si on a le temps. Donc, je vais essayer d'être brève. Je vous remercie beaucoup et moi, je suis vraiment ravie de voir, en fait, à la fois le concret, on le voit avec notre jeune docteur Noémie, là, qui montre bien comment ça fonctionne concrètement sur les territoires, de voir que coopérer et mutualiser pour des modèles territoriaux solidaires, eh bien, ça marche, que finalement... ne pas se tromper de coupable, selon l'expression de Thierry, parce que finalement, nos différences, c'est notre richesse. Et ça permet de non pas fracturer, mais au contraire de se réunir pour travailler ensemble. Parce que l'enjeu, finalement, et ça a été souligné, c'est le passage à l'échelle. Comment on embarque d'autres personnes, comment on arrive à essaimer, et comment on peut justement faire en sorte que ce modèle coopératif, qui est magnifique, soit beaucoup plus reconnu et soit mieux approprié par les entreprises coopératives, mais aussi toutes les parties prenantes. Merci. Alors moi, une question très iconoclaste, et l'amour dans tout ça. Non, pourquoi? Parce que même si ça transpirait à travers un certain nombre de vos interventions, pour moi, je trouve que la dimension émotionnelle de la mutualisation est vraiment importante, même, je pense que c'est à la base. Quand on relit l'histoire des mutuelles, des coopérations, de la création de la coopération, oui, il y a la nécessité, mais il y avait autre chose. Et cette autre chose, je trouve que ça n'a pas suffisamment transpiré, donc je vous pose la question. Et puis, ne pas limiter pour moi la mutualisation à la question de gérer un risque ou une nécessité, ou surtout aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est source de plaisir, la mutualisation, surtout dans les territoires. C'est du lien social, c'est à partir de choses positives. Dire la mutualisation permet des espaces de créativité, d'espaces de liberté. Et ça, je pense que c'est dans vos travaux, c'est très important. Mais je laisse quand même ma parole à Fatima qui m'a demandé de poser une question, mais je suis incapable de la répéter. Alors vas-y, Fatima. Voilà. Je suis super court. C'était à la fois, c'est bon. Moi, j'ai trouvé que c'était passionnant et vous avez mis en fait toute la fierté qu'on peut avoir au travers des exemples que vous avez donnés, etc. Et je me dis tout le temps, mais ça rejoint un peu la question de Marilyn, comment on fait pour faire un pas en plus, pour que ça se traduise en actes, ne serait-ce que d'achat entre les uns et les autres, parce que c'est vrai, tu as raison, Bastien, de dire, en fait, on pèse beaucoup, quoi. Même si les autres n'ont pas envie de savoir, on s'en fout. Comment on continue, en tout cas, pour peser encore plus? Parce que on est une économie surtout humaniste et de progrès. Je pense que ça, il faut arrêter de se dire qu'il faudrait que les autres l'assument et le disent. Mais comment on continue à faire pour que cette économie soit encore plus importante? Oui, merci. Simplement 2 suggestions. Que Alternative économique, Alter-Eco, puisse parler des financements citoyens participatifs pour les transitions écologiques et sociales dans les coopératives et l'ESS, et également parler un petit peu des initiatives des licornes avec 2 O. Je pense qu'effectivement, un certain nombre de personnes sur la tribune pourraient faire des articles tout à fait remarquables dans Alternative économique. Merci. Je pense notamment à une personne. Mais donc, ce que je vais vous proposer, c'est que comme on a déjà dépassé d'1 minute, je vous donne 30 secondes chacun et chacune pour un mot de la fin qui réagit à ce qu'il veut réagir ou apporter de nouveau.
Moi, je veux bien peut-être réagir. D'abord, monsieur, sur les licornes, j'aurais tendance à dire que je ne vais pas le faire maintenant, mais on peut bien sûr en discuter. Et bien sûr, au sein d'Alter Eco, il n'y a pas de problème. L'amour est au cœur de la coopération. Merci. Et il est tellement au cœur qu'on a allumé en cette année internationale une flamme pour dire notre amour de la coopération. Et cette flamme, si nous nous y relions bien, si nous reconnaissons que nous avons, en plus de la nécessité, un désir commun, alors dans ce désir commun, nous pouvons trouver une extension de notre action, précisément en nous reconnaissant et en passant des marchés les uns avec les autres et en développant nos actions économiques qui sont notre raison d'être. Un petit mot de la fin. Alors, ça va être facile, je vais emprunter un texte, parce que dans le cahier, il y a Ariel Kirou, qui est un spécialiste des imaginaires, qui expliquait quelle est la place de la mutualisation, l'idée de mutualisation dans la science-fiction. Voilà. Et il y a une phrase qui m'avait marqué, je voulais la citer tout à l'heure, mais comme j'ai débordé de 50 minutes, je ne pouvais pas. Je vous la cite maintenant, par rapport à votre remarque, sur l'amour, le positif, etc. Qu'y a-t-il d'idéaliste dans la coopération quand c'est le seul moyen de rester en vie? Donc effectivement, il y a quand même une petite bascule à organiser pour que ce soit pas simplement un réflexe de sauvegarde, mais quelque chose de plus positif. Et par rapport à, c'est pas une polémique, mais c'est parce que la coopération pèse, c'est parce que c'est un mouvement qui est déjà puissant, qu'il y a une possibilité de passage à l'échelle. Il n'y a pas d'antinomie. C'est parce que c'est déjà un mouvement vivant, etc. Mais, et je l'ai suffisamment dit et j'en termine, je suis intimement convaincu qu'il faut en passer par une certaine forme de politisation. Je l'ai dit tout à l'heure et j'y reviens pas. Eh bien, pour répondre à la fois aux deux questions sur l'amour et comment on fait ensemble, je parlerai d'affectio cooperatis, qui est le fait en droit de faire appel, quand on est en coopération, à ses coopérateurs et d'arrêter d'aller chercher le marché et le moins cher et de faire avec ceux qui sont autour de nous. C'est un réflexe qui devrait être de bon sens. Dans ma tête, on m'a pas mal parlé de bon sens paysan notamment. Et cette affectio cooperatis aussi, il faut qu'on le fasse vivre dans nos structures. Très rapidement sur le travailler ensemble. Donc nos écosystèmes sont très vastes. On travaille avec beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Bien évidemment, on n'est pas assez présent au niveau des achats. Donc les directions des achats, il y a un travail qui a été mené chez Hub, je sais, et on travaille aussi dans nos marques sur la direction des achats. Et simplement pour résumer ma vision de la mutualisation, mais comme ça a été évoqué, pour moi c'est vital bien évidemment, mais c'est joyeux aussi et c'est la liberté. Merci beaucoup. Et puis moi, je vais utiliser mes 30 secondes pour exprimer tout mon amour à mes 4 intervenants et intervenantes d'aujourd'hui, à vous, public, et puis au JEA de l'invitation et la confiance à chaque fois donnée pour animer ces tables rondes. Je le rappelle, donc cette table ronde s'inscrit dans des travaux qu'on mène toute l'année. Vous avez encore quelques publications issues d'entretiens avec des chercheurs qui sont là. Vous pouvez retrouver toutes les autres sur notre site. Merci à Emma Group et l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts de mener ces travaux et puis de nous permettre de mener ces travaux, je veux dire. Et puis on se retrouve à très vite. Vous venez d'écouter un podcast d'Alternatives économiques, une série enregistrée au cours des Journées de l'économie autrement en novembre 2025. Retrouvez tous les épisodes de cette série et nos autres podcasts sur la chaîne YouTube d'Alternatives économiques.